Au programme de ce webinaire, tout d'abord, une intervention sur les chiffres clés et les nouveaux indicateurs issus de l'Observatoire régional de la biodiversité, suivi de la présentation d'un outil disponible auprès de vous, les collectivités et tous les acteurs des Hauts-de-France, un outil Enquête Nature. Enfin, une présentation du dispositif Territoire engagé pour la nature, et on clôturera ce webinaire par un petit point d'actualité qui pourrait vous intéresser. Tout d'abord, à défaut de faire un tour de table, puisque nous sommes nombreux, savoir que pour 80, qu'à peu près 94 personnes se sont inscrites à ce webinaire, une majorité de collectivités bien sûr, puisque celui-ci est principalement à destination de vous, mais avec une moitié de communautés de communes, d'agglomérations, et une autre moitié de communes. Je vais proposer aux intervenantes du jour de se présenter. Donc, je vais tout d'abord passer la parole à Lou. Bonjour à tous. Alors moi je suis Lou d'Angreville, donc animatrice du pôle connaissance de l'Agence régionale de la biodiversité des Hauts-de-France qui est hébergée à Espaces naturels régionaux. Le pôle connaissance comprend entre autres choses l'Observatoire régional de la biodiversité dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Je passe la main à Céline. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc moi, je suis Céline Fontaine. Je suis directrice du Centre permanent d'initiative pour l'environnement, CPIE, Vallée de Lothier de la Canche, donc basée à Auxy-le-Château dans le sud du Pas-de-Calais, qui est donc une association qui fait principalement donc de l'éducation à l'environnement vers un développement durable et qui accompagne notamment les collectivités dans leurs projets sur cette thématique. Merci à vous deux. Quelques petits éléments de contexte aussi sur ce webinaire. Ce webinaire est donc organisé par l'Agence régionale de la biodiversité des Hauts-de-France. Celle-ci a été créée fin 2022. Suite à l'initiative de 5 membres fondateurs que sont la DREAL des Hauts-de-France, la région Hauts-de-France, l'Office français de la biodiversité et les 2 agences de l'eau, Artois-Picardie et Seine-Normandie. Les objectifs, les missions principalement de l'Agence régionale de la biodiversité sont de fédérer, valoriser les compétences, améliorer les connaissances, renforcer l'ingénierie auprès des acteurs et également communiquer auprès de ceux-ci. Elle est organisée en 3 pôles. Un premier pôle pour tout le volet connaissances, un second pôle pour la mobilisation des acteurs et l'accompagnement des initiatives, et enfin un dernier pôle sur tout ce qui est lié à la communication et toute la partie aussi sensibilisation. En région de France, une particularité pour notre agence régionale de la biodiversité, celle-ci n'est pas structurelle. Une structure n'a pas été dédiée pour héberger et accueillir l'émission, mais elle est partenariale et nous sommes 13 partenaires associés, porteurs de missions ou d'actions contribuant à l'agence régionale de la biodiversité. Nous sommes aussi une équipe salariée d'une dizaine de personnes, regroupées dans 4 structures. Espaces naturels régionaux, qui héberge la coordination de l'Agence régionale de la biodiversité. L'URCPIE, avec moi-même, puisque j'ai oublié de me présenter, donc je suis Mélanie Beauchamp, en charge de la mobilisation des territoires. Et nous avons également le Conservatoire des espaces naturels des Hauts-de-France qui héberge la mission liée au Centre de ressources sur les espèces exotiques envahissantes et le Conservatoire botanique de Bayeul sur une mission en lien avec le système d'information naturaliste. Et donc ce webinaire est organisé à l'initiative de l'Agence régionale de la biodiversité. Tout d'abord, pour commencer, je passe la parole à Lou pour son intervention sur les outils sur l'Observatoire régional de la biodiversité. Merci Mélanie. Donc si j'ai bien compris, je reprends voilà le contrôle de l'écran. Partager, voilà, on a toujours, une petite crainte que ça ne fonctionne pas. Vous m'assurez que c'est bon, je partage bien? C'est bon. Ni
Alors, moi, j'ai la tâche, de vous faire un peu un tour, des chiffres qui sont développés au sein du pôle connaissance, de l'Agence régionale de la biodiversité et donc de l'observatoire. Un peu des nouveautés et des principales évolutions, mais aussi, de vous présenter les outils qu'on développe, finalement, que ce soit pour les territoires ou autres, pour vous aider dans l'établissement d'état des lieux de la biodiversité à l'échelle de vos territoires. Puisque, nous ne sommes pas assez nombreux malheureusement, voilà, à l'observatoire, pour, répondre à toutes vos demandes. Donc on essaye de vous fournir les clés, de nos indicateurs ou de nos données. Donc je vais commencer par un petit tour d'horizon, de la région. Voilà, c'est toujours intéressant de savoir où on en est puisque, clairement, on a conscience de l'érosion de la biodiversité à l'échelle mondiale. Voilà, on peut parler des forêts équatoriales, de la disparition du tigre du panda, mais on se rend moins compte que finalement, sur notre territoire, qui a beaucoup de particularités, l'érosion de la biodiversité est relativement forte et donc ça, c'est lié aussi à un contexte particulier, comme je le disais. C'est-à-dire que nous sommes à la fois un territoire plus artificialisé et plus agricole que la moyenne française. Donc voilà, la présence humaine est très forte et a façonné le paysage, depuis, de longue date, ce qui a permis, voilà, à l'émergence de certains milieux naturels, mais aussi une grosse pression. Depuis que je suis là, je vous dirai pas le nombre d'années parce que c'est vexant pour moi, j'ai vu à mon échelle, les chiffres s'accélérer, c'est-à-dire que, voilà, c'est plus d'une espèce de plante qui disparaît chaque année à l'échelle des Hauts-de-France. Quand je suis arrivée, on était tout pile à une espèce. Quelques années plus tard, nous sommes à 1,3 et à chaque fois qu'on renouvelle le catalogue finalement, heu, de la richesse spécifique à l'échelle, de la région, on se rend compte d'une accélération, de ces disparitions. Ce qui est à noter aussi, c'est une forte pression sur les plantes messicoles. Donc les plantes messicoles, ce sont les plantes, finalement affiliées aux moissons, aux cultures et donc tomber sur un bleuet à l'heure actuelle, voilà, relève un peu du miracle. En tout cas naturellement et qui n'a pas été planté, relève un peu du miracle et donc voilà, c'est, le milieu qui subit les plus fortes pressions à l'heure actuelle et sur lequel on voit le plus de disparitions. Je peux dire la même chose des oiseaux, c'est-à-dire que 48 des espèces nicheuses sont menacées. Encore une fois et là je vais vraiment passer pour, quelqu'un de très âgé, mais encore une fois, à mon échelle, il y a encore quelques années, nous étions à 30-35 et là, on vient de passer un cap, lors de la mise à jour de voilà, de ces divers catalogues où nous sommes passés à 48 des espèces qui sont menacées. C'est les espèces spécialistes des milieux agricoles qui subissent une diminution de leur effectif de plus de 14 ce qui représente la plus forte baisse. Chez les papillons, on va constater la même chose, c'est à peu près une espèce tous les 2 ans qui disparaît. Donc voilà, c'est pour vous dresser un peu un portrait. Je fais un zoom plus particulier parce que ça, c'est vraiment une donnée qui est sortie cette année grâce à un travail collaboratif. Comme l'a dit Mélanie, on repose en fait sur un tissu, de structures et d'associations et d'acteurs de la connaissance qui nous permettent en fait de pouvoir communiquer sur les données et ça, c'est un beau travail commun du groupe ornithologique et naturaliste des Hauts-de-France et de Picardie Nature qui nous a permis de sortir ce qu'on appelle le suivi temporel des oiseaux communs. C'est un indicateur qui est national, ce qui fait que ça peut nous permettre de nous comparer à l'échelle nationale, de savoir si on est un peu dans les mêmes tendances ou pas. Et voilà et ça nous permet ce suivi-là sur de nombreuses années. Donc là, vous avez à peu près 20 ans de recul où là, on voit les chiffres que je vous ai annoncés, c'est-à-dire que le milieu agricole, c'est moins 14. Alors les effondrements sont un peu, enfin, sont très hétérogènes, c'est-à-dire qu'on assiste globalement à la disparition des espèces ordinaires. C'est-à-dire que les espèces qui ont été protégées de longue date, on peut parler, voilà, du cormoran et cetera, se portent relativement bien ou en tout cas, ne dépérissent plus. Là, on est vraiment sur un effondrement,
des oiseaux de jardin, des oiseaux de nos campagnes, etc., avec le pipi de Farlouse qui subit un effondrement de sa population de moins 96%. On va retrouver aussi sur les milieux bâtis le moineau friqué, le martinet noir, moins 62, moins 63%. Dans les milieux forestiers, la mésange, le pouilleau siffleur, etc., etc. Tout ça pour vous dire que je vous ai mis les plus fortes baisses. C'est vraiment de la biodiversité qu'on rencontrait couramment avant. Donc, ce que je vous disais, c'est la particularité de la région, c'est que nous sommes la deuxième plus artificialisée de France après Paris, ce qui en fait notre spécificité. C'est l'équivalent de la surface de Douai qui disparaît chaque année, soit 1 700 hectares de terres agricoles et 60 hectares de milieux naturels. Alors ça pose diverses questions en dehors de la biodiversité. Il faut savoir que nous avons les terres agricoles quasiment les plus riches d'Europe, et donc il y a un véritable enjeu, que ce soit pour la souveraineté alimentaire, mais aussi, pour les habitats naturels, de ne pas voir disparaître ces espaces-là. L'artificialisation provoque tout un tas de conséquences, au-delà du fait qu'on va détruire et bétonner un milieu, ça va engendrer, de la fragmentation. C'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, sur l'illustration, voilà, l'escargot, on sait ce qui va lui arriver, hein. La vitesse où il avance et à laquelle la voiture avance, il va se faire écraser. Et donc, en fait, les espèces ne peuvent plus passer d'un espace à un autre pour se reproduire, pour se nourrir, et cetera, et cetera. On voit aussi, une banalisation des espaces, c'est-à-dire qu'avec les années, les champs se sont faits de plus en plus ouverts. Tout ce qu'on appelle les infrastructures agroécologiques ont disparu, les haies, et cetera, et cetera, et donc ces espaces sont de moins en moins enclins à accueillir de nombreuses espèces. Puisqu'il faut savoir que la biodiversité ne s'exprime pleinement que dans une mosaïque de milieux, et donc plus on banalise, plus on réduit la biodiversité finalement. La pollution lumineuse, alors ça aussi, c'est une donnée, un peu exclusive comme le suivi temporel des oiseaux communs, où on peut voir, alors ça, c'est directement lié, finalement à nos spécificités, d'artificialisation et d'urbanisation, où on peut voir, la grosse patate rouge en France finalement, c'est le nord de la France. Donc il n'existe plus, de ciel immaculé en France, de ciel dégradé près de l'horizon en France, mais il existe encore un ciel dégradé au zénith pour 35% de la France et 1,84% à l'échelle des Hauts-de-France. Donc c'est vraiment, vraiment très peu. On a une perte du ciel naturel qui est de 80%, et cetera, et cetera. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que globalement, quand on parle de pollution, on a tendance à croire que la pollution, la pollution de l'air, la pollution de l'eau, la pollution des sols, mais il y a aussi la pollution lumineuse sur lequel, en fait, toutes les collectivités ont un impact relativement simple, enfin qu'il est simple de mettre en œuvre, une réduction de la pollution lumineuse à l'échelle de sa commune. Donc il faut savoir que les impacts sont relativement forts sur les espèces, qu'elles soient faunistiques ou floristiques, qu'elles perturbent les cycles, la reproduction, et cetera. Donc voilà, ça me paraissait important. Puis comme c'était une donnée récente, ça me permettait de parler de la pollution différemment. On ne protège bien que ce que l'on connaît bien. Ça me semble important, de vous mettre un peu, les données d'observation qui existent à l'échelle, de la région. C'est plus de 11 millions de données. 11 millions de données, ça nous permet finalement d'avoir des baromètres, de savoir où on va, de savoir où on en est et de savoir vers où on veut aller finalement, de mettre en place des politiques publiques, et donc c'est un ensemble d'acteurs qui participent finalement à ces bases de données, et qui nous permettent aujourd'hui de vous donner ces chiffres-là. La grande, annonce finalement qui est à faire, cette année, c'est que, et donc ça au sein de l'Agence régionale de la biodiversité, entre autres, puisque, le pilote principal, c'est la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Cette année va avoir une spécificité, c'est la naissance du système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel, qui sera disponible, sur Géo de France. Je vous mets un lien Géo de France après, et donc d'ici la fin de l'année, le début de l'année prochaine, vous pourrez consulter,
l'ensemble des données disponibles à l'échelle de vos communes et donc d'avoir des inventaires, librement accessibles et qui peuvent aider justement à l'établissement de ces états des lieux ou en tout cas d'un état des lieux à un instant T. Une biodiversité résiliente, parce que je me rends compte que, être oiseau de mauvais augure, c'est pas toujours simple comme rôle et je suis pas sûre qu'en plus c'est un impact, enfin réel. C'est-à-dire qu'en étant angoissant et stressant, je suis pas sûre que ça donne envie de passer à l'action. Alors là, c'est quelques exemples qui sont assez anciens, mais pour vous montrer qu'à partir du moment où une action est réalisée, on voit la biodiversité revenir et même des choses très simples. Là, vous avez un exemple d'aménagement d'un blocos, pour les chauves-souris. Alors les données datent un peu, mais c'est, toujours pareil, c'est-à-dire entre 1996 et 2011, l'aménagement des blocos donne un réel impact, en fait, sur les populations de chauves-souris qui vont hiverner là. Heu, la mise en protection du cormoran où on voit alors ça pose d'autres problèmes maintenant, bien sûr, mais en tout cas, d'une politique de protection qui a eu un réel effet sur ces oiseaux-là ou sur le phoque gris. Donc voilà, la biodiversité est capable de revenir assez facilement à partir du moment où on met en place les politiques nécessaires. Aussi et je pense que c'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que, d'année en année, au fur et à mesure, des enquêtes qui sont faites auprès des citoyens français, là, c'est une enquête de l'Office français de la biodiversité. On voit en fait les citoyens, les chiffres augmenter. Là, on va voir 85 des Français qui sentent leur vie dépendante de l'état de la biodiversité, contre 68 en 2018. Des Français, 72 Français estiment que l'être humain fait partie de la biodiversité. Alors ça, c'est une grande première, puisque pour faire accepter globalement, que nous faisons partie de la biodiversité, c'est assez compliqué et que finalement, quand on dit sauver la biodiversité, c'est pas sauver la biodiversité qu'il faudrait, mais c'est sauver l'humanité, puisque c'est-à-dire, contribuer au maintien, finalement de la vie telle qu'elle est pour, contribuer à notre survie à nous. Les personnes interrogées considèrent que les changements sont à opérer par les agriculteurs, les grandes entreprises, les citoyens, le gouvernement, l'éducation nationale et les communes. Et 81 des Français se déclarent sensibles aux questions liées à l'environnement et agissent au quotidien. Le positif toujours, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de participants aux fêtes de la nature et aux sciences participatives. Alors Céline vous présentera après un dispositif. Voilà, donc je ne rentre pas plus dans le détail, mais c'est vrai qu'il y a un vrai éveil et un vrai besoin en fait de se reconnecter à ce qui nous entoure. Les outils de l'Agence régionale biodiversité. Donc là, je vais vous parler de différentes choses à différents niveaux. Déjà, les ressources qui sont mises à votre disposition, puisque l'Agence régionale de la biodiversité, c'est tout un voilà, une galaxie, enfin, beaucoup de satellites, de sites satellites, complémentaires, qui sont à votre disposition, pour vous informer. Donc, je vous ai parlé du système d'information de l'inventaire du patrimoine voilà, du patrimoine naturel, donc en gros en jaune, SINP, voilà, qui pour le moment regroupe tout un tas de sites, des acteurs de la connaissance. Donc on va retrouver le GON, le Conservatoire botanique, Picardie Nature, la Société mycologique du nord de la France où déjà là, à présent, vous y retrouver des données. On va trouver l'inventaire régional du patrimoine naturel, où vous avez des données de synthèse, des programmes, et cetera. Vous avez le site de l'Observatoire régional de la biodiversité, où là, vous allez retrouver toutes les publications de l'observatoire avec les indicateurs de biodiversité que je vous ai présentés, mais plus encore, et c'est ce que je vais vous présenter après, des études, des documentations, décidément, qui sont axés sur les indicateurs à destination d'un public plutôt averti, mais aussi des publications, qui sont, vulgarisées. Voilà, pour sensibiliser, les citoyens globalement à l'action. Vous avez aussi un centre ressources sur les thématiques des espèces exotiques envahissantes. Voilà, où je vous invite à le consulter parce que vous allez retrouver la liste, des espèces exotiques envahissantes, mais aussi la stratégie régionale. Et sinon, le site, ARB, Agence régionale de la biodiversité, qui s'appelle encore le site du patrimoine naturel des Hauts-de-France, mais qui sert pour le moment de site ARB, où là, vous allez retrouver tout un tas d'outils et d'éléments, voilà, pour apprendre à connaître la biodiversité régionale et les actions de divers partenaires.
Là, je cible, spécifiquement sur, l'Observatoire régional de la biodiversité. On met à disposition, en fait, tout un tas d'instruments et notamment les fiches méthodes, qui vous permettent, en fait, de calculer, de nombreux indicateurs à l'échelle de vos territoires. Donc ces fiches méthodes reprennent globalement une définition, un contexte. Vous allez y retrouver la formule du calcul, une suggestion d'illustration et au verso, je ne vous l'ai pas mis, où trouver la donnée, globalement, et comment la renseigner, enfin et cetera. Vraiment, tout est fait pas à pas. Vous avez un QR code sur la gauche de votre écran qui vous permet d'accéder directement à ces fiches méthodes. Vous verrez qu'on y retrouve, comment manipuler, l'occupation du sol au CS2D, comment calculer l'artificialisation du sol, comment calculer, les îlots de chaleur et cetera et cetera. Je vous invite vraiment, on a entre, 30 et 40 fiches méthodes, je vous invite vraiment à les consulter. Ce sont des vrais outils pour les territoires. Je fais un zoom tout spécifique sur les services écosystémiques, parce que ça aussi, c'est une nouveauté à l'échelle des Hauts-de-France, où on va retrouver alors, voilà, maintenant, beaucoup de monde connaît la notion, c'est-à-dire ce sont les services rendus, par la biodiversité pour, l'être humain. Donc on va retrouver les services d'approvisionnement, l'agriculture notamment, enfin l'élevage, la culture, l'eau, tout ce qui est ressources en eau et cetera, les services de régulation, donc régulation, inondation, crues, la pollinisation et cetera et les services culturels bien entendu, que ce soit pour la marche, l'esthétique, et cetera. Vous voyez, alors là, quelques chiffres globaux, hein, de l'importance des services écosystémiques, par exemple de pollinisation, qui rend aux cultures, et utilisés pour l'alimentation humaine. C'est estimé à 153 milliards € par an à l'échelle internationale. C'est-à-dire que s'il fallait remplacer les abeilles ou autres pollinisateurs, parce qu'on a tendance à résumer, finalement les pollinisateurs aux abeilles, mais il n'y a pas que. Bah, voilà, ça coûterait à la société 153 milliards d'euros par an et c'est 40 de l'économie mondiale qui repose sur les services rendus par la nature. Faut savoir que maintenant, beaucoup d'alertes sont rendues en disant que, finalement, ça nous coûte plus cher, d'essayer de reproduire les services rendus par la nature que de les laisser faire naturellement, que ce soit l'épuration de l'eau, la régulation des crues qui se fait, globalement très bien, par la nature. Vous voyez sur la droite, ce qu'on appelle, voilà, une fleur, un panel, un bouquet, des services écosystémiques. Donc ça, c'est spécifique à la région, où vous voyez globalement que les habitats qui rendent le plus de services écosystémiques vont être les habitats forestiers, les habitats prairiaux, les habitats aquatiques et sans grande surprise, les habitats urbains qui en rendent le moins. La loi, sur la reconquête de la nature, voilà, de 2016, demande à ce que soient pris en compte, les services écosystémiques. Donc là, vous avez quelques ouvrages, voilà, qui rappellent un peu, comment, prendre en compte les services écosystémiques et c'est ce que, l'Agence régionale de la biodiversité, offre finalement avec, cette cartographie qui a été faite, c'est-à-dire la possibilité à l'échelle de vos territoires, de calculer, les services écosystémiques. Donc là, c'est un exemple, de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, où là, vous avez, l'évolution de la capacité du service, lutte contre les îlots de chaleur urbains. Donc ça permet, quel que soit le projet, de savoir où on en est, d'où on part, voilà, d'avoir un état des lieux et là, on peut voir que la capacité, a été réduite de 3,7 sur la période de 2005 à 2021 sur la lutte contre les îlots de chaleur. Donc je ne vais pas rappeler, voilà, les enjeux, du réchauffement climatique et des températures annoncées, à l'échelle de 20 ou 30 ans, mais en tout cas, ça devient un vrai enjeu, et ça peut servir justement au territoire. Donc là, vous avez un autre service, la pollinisation, qui a été réduite de -3,6.
Ça peut servir aussi alors là, je me suis resservie, voilà, de ce que Guillaume Berthaud, le géomaticien, parce que c'est lui à lui qu'il faudra s'adresser en cas de questions, très techniques. Je me suis resservie d'exemples qu'il a fait et par exemple, pour le projet de mise à 4 voies Hasbro-Crèvecoeur, où plusieurs tracés ont été envisagés, et notre géomaticien donc a travaillé sur l'impact qu'auraient les différents tracés, sur les services écosystémiques. Donc vous avez le tracé historique, tracé mixte, tracé nord, tracé sud, tracé V2 et cetera. Et là, on voit en fait l'impact sur les différents services rendus sur le tracé. Et donc là, on voit clairement que c'est le tracé V2, qui impacte le moins, les services rendus par la biodiversité. Donc voilà, ça c'est un exemple. Je rentre pas dans les détails, mais voilà, je vous invite à, si vous êtes intéressé, via Mélanie, voilà, de prendre contact avec nous pour avoir plus d'explications. Autre travail sur, voilà, autres données que nous mettons à disposition, c'est un tableau de bord qui est aussi disponible, sur le site Observatoire de la biodiversité des Hauts-de-France et qui vous met à disposition, des données relativement classiques et d'autres beaucoup moins, avec, les surfaces protégées, mais aussi, la distance des citoyens, à un espace protégé. Vous allez retrouver le nombre de données naturalistes, vous allez retrouver, le nombre d'espèces, à la région, mais vous allez y retrouver aussi la possibilité de télécharger un certain nombre d'informations, qui peuvent vous permettre à mettre en place les fiches méthodes que je vous ai présentées au préalable. Donc voilà, celui-là, il est vraiment destiné à être découvert et donc je vous invite à vous y connecter puisque nous essayons de le mettre à jour et de l'enrichir de nouvelles données, quand c'est possible. Alors là, encore une fois, c'est Céline qui va, vous décrire plus, amplement les choses, mais ou en tout cas, quelque chose de plus particulier. Les sciences participatives, encore une fois, les données sont la base, de tout, de la mobilisation. Les données, la connaissance est la base finalement de toute action en faveur de la biodiversité et donc là, on a besoin de l'aide de tous et je pense que voilà, faire appel au plus grand nombre, en participant à des sciences participatives est importante et donc là, je vous invite à vous connecter, au site patrimoine naturel, des Hauts-de-France, qui est aussi le site de l'Agence régionale de la biodiversité, comme expliqué précédemment, où en fait, vous allez y retrouver un panel, de sciences participatives, un catalogue, voilà, où vous pouvez en faire la promotion à l'échelle de vos territoires et inviter les citoyens à y participer, finalement pour nous aider, dans tous nos bilans et vous aider aussi, puisque des extractions sont toujours possibles. Les documentations, disponibles, les dispositifs d'engagement, donc vous retrouvez un peu de tout, un peu de tous les niveaux, du grand public aux plus spécifiques spécialistes. Vous allez retrouver aussi les dispositifs d'engagement des différents partenaires de l'Agence régionale de la biodiversité. Vous allez aussi trouver, donc c'est, un portail, qui vous permet en fait de retrouver, certaines aides, mis à disposition, des aides financières, d'ingénierie, le portail Aide Territoire. Donc voilà, c'est une vraie ressource et je vous invite à découvrir ce site du patrimoine naturel des Hauts-de-France, voilà, pour vous informer un peu de ce qui se passe à l'échelle régionale. J'ai fini. J'espère que j'ai respecté le temps. On me dit que c'est bon. Parfait. Merci à toi pour le respect de ce timing et pour cette présentation très enrichissante et même moi, j'ai appris des choses encore aujourd'hui avec ton intervention sur ce qui est disponible grâce à l'Observatoire et à l'Agence régionale de la biodiversité. L'idée, c'est de vous proposer, si vous avez des questions, de les inscrire dans le chat. Euh, pour Oui, l'instant, il n'y en a pas eu. Il y a Sébastien Mézières du Forum des marées atlantiques qui a complété tes propos en illustrant à travers l'évolution et la quasi-disparition d'une espèce pour nous en région. Euh, donc voilà. et oui, malheureusement. C'est dur de travailler parfois dans la biodiversité. Mais oui, n'hésitez pas. Je vais peut-être mettre dans le chat, les liens vers les sites internet. Voilà, je fais ça.
Merci beaucoup. Je ne sais pas De si rien. ça existe ou voilà, si on peut l'envisager, je m'en ferai le relais. Tu as évoqué 30 à 40 fiches méthodes. Je ne sais pas si on a la liste de ces 30 à 40 fiches méthodes. Euh, Si je peux te la trouver. C'est vrai qu'elles sont sur le site internet, mais je les ai jamais recensées sur un Word basique. Mais oui, non, mais ça, je pourrais te le fournir en même temps qu'on fournira le PowerPoint. Je vais tout concaténer au même endroit et comme ça, ce sera plus simple, effectivement. je pense que voilà, ça peut être utile de les avoir en format liste pour se rendre compte en effet de la richesse et du nombre de fiches que vous pouvez accéder pour pouvoir Et faire vous-même aussi des diagnostics à votre échelle par rapport à vos périmètres. Et pour information complémentaire, donc Guillaume Berthaud, donc le géomaticien, du pôle connaissance, va donner 2 formations, justement sur la prise en main, de ces fiches méthodes. Alors on n'a pas encore les dates, mais on passera par Mélanie, justement pour, transmettre à son réseau, qui peut vous intéresser, voilà, et ce sera spécifiquement sur les services écosystémiques et sur la prise en main, d'OCS2D. Donc il y en aurait une, fin juin, globalement et une septembre-octobre. Mais on vous tiendra informé et je ferai passer le save the date à Mélanie, pour, voilà, si ça vous intéresse, que vous puissiez vous inscrire. Eh ben, merci beaucoup pour ces informations, parce que je pense que oui, ça risque d'en intéresser plusieurs. D'accord. Alors, je vous propose d'enchaîner avec la présentation de Céline. Euh, je t'en prie, Céline, si tu peux lancer le parcours. Oui, il y a juste une question qui est apparue dans le chat au moment où tu faisais ta réponse précédente. Je ne sais pas si tu veux y répondre maintenant Tout à sur le fait, statut de l'ARB. mais Lou, je t'en prie. Ah, oh, alors, c'est une ARB, en fait, très particulière à l'échelle, de la France. Ça a été la première mise en place sous ce statut, c'est-à-dire que c'était une ARB conventionnelle. Donc comme l'a dit, Mélanie, de manière très juste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'existence juridique à l'Agence régionale de la biodiversité. Le choix a été fait justement de fédérer toutes les structures existantes, pour éviter de rajouter, de faire un espèce de millefeuille de structures et d'en rajouter, mais plutôt de servir, de ce réseau d'acteurs déjà très fort et très puissant, et de s'appuyer sur les actions déjà en région. Donc nous n'avons pas d'existence juridique et donc c'est 13 structures partenaires, associées, tous dans un même objectif. Donc voilà. Pas d'existence juridique. Oui, tout à fait, François. On peut dire 13 plus. Oui, On a pardon. 5 membres fondateurs et 13 partenaires associés à ces membres fondateurs. Et puisque même les membres fondateurs sont porteurs d'actions, effectivement. Merci pour la correction. Céline, je t'en prie, je te passe la main. Très bien, merci Mélanie. Rebonjour à tout le monde. Alors, je vais partager en espérant, comme tout le monde, que ça fonctionne. Voilà, C'est bon pour nous. ça fonctionne. Hop, pardon, désolé. Je recommence. Petite, petite erreur de manipulation. J'ai vu que quelqu'un était rentré dans la salle et j'ai voulu laisser rentrer la personne qui venait d'arriver. T'inquiète, je prends le relais. Ok, super. Ok, cette fois-ci, je ne clique pas sur. Donc normalement, ça doit être bon, j'espère. De notre Vous me côté. direz s'il y a un souci. Voilà, très bien. Donc oui, rebonjour, rebonjour à tout le monde. Du coup, donc je me représente rapidement. Donc moi, je suis Céline Fontaine, la directrice technique du CPIE Vallée de Lottier de la Canche. Contrairement au petit nom de contact de la personne en bas de l'écran, mais qui est la personne en charge du projet chez nous, qui ne pouvait pas être disponible aujourd'hui. Donc voilà, donc du coup, j'assure aujourd'hui la présentation d'un outil qu'on a développé dans le cadre d'un projet qui est cofinancé par l'Union européenne, par le FEDER,
et donc qui est un outil que l'on met à disposition dans le cadre d'un accompagnement auprès des collectivités, notamment, qui souhaitent mettre en œuvre des projets de sciences participatives. Alors déjà pour être sûr que l'on parle de la même chose, de pouvoir vous redéfinir un petit peu ce que sont les sciences participatives, de vous présenter plus en détail donc ce dispositif, les outils qu'on peut mettre à votre disposition et éventuellement le temps de questions comme on vient de le faire pour la précédente présentation. Alors du coup, au niveau des sciences participatives, donc l'objectif majeur, c'est d'abord dans un premier temps d'essayer de répondre à une question scientifique ou à une problématique de ce qu'on va étudier au travers de cette science participative. Donc ça peut être la présence, l'absence, la répartition d'une espèce, mais c'est pas forcément que lié directement à une plante, un oiseau, un papillon, comme on a pu l'évoquer juste avant. Ça peut très bien être aussi, par exemple, à l'échelle de vos collectivités. Cet outil peut très bien servir à localiser, par exemple, les décharges sauvages. Alors, je sais, c'est pas gai, ou peut-être de façon plus intéressante, si vous avez des mares ou des arbres remarquables dans votre commune, par exemple, et que vous souhaitez les inventorier, l'outil peut très bien servir à ça. C'est pas uniquement sur les espèces, ça peut être aussi sur les milieux, ce qui peut permettre effectivement d'avoir des informations complémentaires. Le deuxième point, son côté participatif de cette science, c'est donc de mobiliser le plus grand nombre de personnes, donc pour avoir le maximum de données et du coup d'avoir les meilleures informations, ce qui vous a été présenté avant, tout ce qui est donné avec des indicateurs, c'est parce qu'on a suffisamment de données pour pouvoir avoir ces tendances justement à la baisse, pour certaines espèces heureusement à la hausse, sur une période de temps plus ou moins longue. Et puis, pour nous, en tant que CPIE, par rapport à notre cœur d'activité, on utilise aussi le développement d'actions de sciences participatives pour sensibiliser le public, justement, peut-être sur une espèce qu'on voyait encore assez régulièrement il y a quelques années, qu'on voit moins. Et au-delà de simplement les gens de remplir, c'est de pouvoir communiquer sur cette espèce et de les informer, de leur expliquer pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'est lié à la disparition de son habitat, lié à une pollution, lié à un changement de pratique peut-être. Voilà, donc de pouvoir aussi faire de la sensibilisation autour du sujet de la science participative. Donc sur le dispositif, donc pour nous les objectifs c'était donc de concevoir et de mettre à disposition un accompagnement aux sciences participatives, donc de pouvoir toucher dans tous les territoires le maximum de participants. Donc, c'est un dispositif qui va être ouvert à tous les acteurs locaux, dont les collectivités. Donc, sur le territoire des Hauts-de-France, hein, puisqu'on est cofinancé, comme je l'ai expliqué au départ, par le fonds FEDER, et du coup, c'est un fonds régional, donc se fait à l'échelle donc de la région Hauts-de-France. Donc, de pouvoir accompagner à la démarche science participative, hein, peut-être parmi vous, certains ont déjà eu l'occasion de développer une enquête participative sur leur territoire. Peut-être que d'autres n'ont jamais eu cette expérience et s'interrogent sur bah, je fais comment, je démarre où, je fais quoi. Voilà, nous dans le projet, on est là aussi pour accompagner le porteur qui souhaiterait s'engager dans ce dispositif. Et puis donc, grâce à ce projet, on a pu travailler avec un développeur informatique donc pour créer un site internet et une application qui sont mis en place gratuitement à disposition donc des structures qui sont intéressées pour développer une action de science participative. Donc nous, on en assure la mise en ligne une fois qu'on a les éléments fournis, transmis par la collectivité. Par exemple, je souhaite faire une enquête sur, allez, on va dire, on a vu tout à l'heure le moineau, par exemple, qui était en diminution. Sur le moineau, voilà, vous nous donnez les éléments, vous nous dites à quel moment vous voulez lancer votre enquête, que c'est sur cette espèce-là, et nous, on s'occupe de la mise en ligne, et après de pouvoir travailler avec vous sur la communication auprès de vos administrés. Donc, l'objectif final de toutes ces actions, c'est effectivement, ça va être d'améliorer les connaissances et ainsi donc de préserver au mieux la biodiversité. Donc, dans les actions concrètes qu'on va mettre en place, donc c'est de déployer un petit peu
ce dispositif, donc ces outils que l'on met à votre disposition, donc de pouvoir les faire, les communiquer, enfin que vous puissiez communiquer dessus et que nous on puisse aussi vous accompagner à son déploiement. D'avoir donc cet accompagnement gratuit, je ne l'ai peut-être pas encore précisé suffisamment, mais voilà, des acteurs locaux tout au long du processus de création. Donc de réfléchir avec vous, c'est à mon échelle, c'est quoi les espèces qui sont peut-être à rechercher dans ma commune par rapport aux habitats naturels que j'ai. Est-ce que j'ai, je citais tout à l'heure, des mares ou des arbres remarquables et que ça peut être un bon moyen de sensibiliser les habitants. Est-ce que j'ai des problématiques de dépôt? Malheureusement, ça arrive de dépôt de déchets sauvages. Ça peut aussi très bien être utilisé dans ce cadre-là. Et puis nous, derrière, une fois que les habitants ont saisi des données, on vérifie ce qui a été saisi quand même, parce que bon, malheureusement, on a toujours des gens qui mettent pas forcément les points au bon endroit sur les cartes, hein, qui ont un petit peu de mal parfois à se projeter sur une carte. De vérifier aussi que l'information est crédible, hein, voilà, sur le lieu qui a été communiqué. Donc, on vérifie ça avant de vous transmettre les données qui seront recueillies dans le cadre de cette enquête. Et je n'appuyais pas assez fort. Donc, au niveau des résultats attendus, donc, comme je vous disais, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de mobiliser le maximum de personnes, donc de pouvoir impliquer, mobiliser au mieux les habitants dans chacun de vos territoires. Et donc de les impliquer dans le côté à la fois connaissance, mais aussi reconnaissance de leur biodiversité. Donc la petite différence, c'est effectivement, c'est connaître ce qu'on a chez soi, hein, ce que disait Lou tout à l'heure. On protège, on prend mieux en compte ce qu'on connaît en général. Et puis le côté reconnaître, c'est bah, peut-être faire des fois la différence entre telle ou telle espèce. Hein, même des oiseaux communs, il y a sans doute certaines personnes qui ne savent pas faire la différence entre une mésange on va dire une mésange bleue, une mésange charbonnière, par exemple. Donc voilà, donc ça peut être aussi de pouvoir impliquer les habitants de cette façon. Et donc, à terme, de pouvoir favoriser la prise en compte de cette biodiversité et donc sa préservation. De permettre aussi une montée en compétence de vos collectivités dans la mise en œuvre des sciences participatives, puisque je vous expliquais juste avant que pour les communes ou PCI qui n'auraient jamais eu l'occasion de mettre en œuvre de sciences participatives, on est là aussi pour vous accompagner pas à pas dans la démarche de réflexion, de conception en amont, de mise en œuvre dans la communication, dans le recueil des données et sur la fin, donc dans la transmission pour alimenter notamment les bases de données régionales, comme ça a été cité juste avant, pour que ça puisse servir plus généralement donc à l'analyse des données en région et à une meilleure connaissance de l'évolution de la biodiversité en région. Donc, on a aussi une info sur l'amélioration des connaissances au niveau local, donc sur les espèces qui vont être présentes et leur localisation, donc ce qui peut être utile aussi pour vous à vos échelles dans le cadre de futurs projets. C'est un petit peu les cartes que Lou a montrées juste avant, où vous pouvez évaluer un petit peu l'impact sur les services écosystémiques. Là, vous pouviez utiliser ces données en se disant, bah, attention, sur cet espace-là, on sait qu'il y a beaucoup de biodiversité. C'est peut-être à regarder s'il n'y a pas un espace pour mon projet où l'impact serait moins fort. Donc, ça peut aussi vous donner des infos d'outils d'aide à la décision a posteriori. Donc, les outils que l'on met à votre disposition, donc on a des outils numériques qui permettent de recueillir donc les observations, hein, que les habitants soient chez eux en train de se promener tout seuls ou qu'ils soient en sortie de groupe et qu'il y en ait un qui remplisse le formulaire, l'information. Ça peut concerner donc ce qu'on disait tout à l'heure, que ce soit des plantes, des animaux, mais ça peut être aussi plus milieu comme des mares, des thématiques comme les arbres remarquables ou les dépôts d'ordures sauvages. Donc ça, c'est parce que c'est des sujets, des demandes qu'on a déjà eues. Donc voilà, mais s'il y a d'autres sujets ou d'autres thématiques, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous et on regarde comment c'est possible. Et donc, ces outils sont mis en place gratuitement pour essayer de répondre au mieux à votre projet de sciences participatives
qu'il soit en phase à l'heure actuelle de simplement idée, émergence, à quelque chose déjà d'assez abouti et où en fait il vous manquerait le support informatique. On a eu le cas hein, d'une structure qui n'était pas une collectivité, qui était une association, mais qui avait développé tous ces outils de communication, le petit flyer qui va bien, le petit communiqué de presse. Mais en fait, ils n'avaient pas d'outils informatiques et du coup, on leur a mis à disposition le site internet et l'application pour leur permettre d'avoir d'autres moyens de communication et d'essayer de mobiliser encore plus d'habitants. Donc voilà un petit peu à quoi ça peut ressembler. Donc on a effectivement un site internet donc avec les différentes enquêtes là. Donc là au jour d'aujourd'hui on en a un petit peu plus, mais là c'était une petite capture d'écran d'il y a quelques semaines. Du coup on a des enquêtes qui sont déjà en cours, donc qui se présentent sous, euh, sous format. Il y a quelques photos qui défilent pour montrer quand c'est une espèce ou si c'est plusieurs espèces qui sont recherchées, un défilement des différentes espèces pour que les gens aient quand même un visuel. Et du coup, on a également donc le pendant qui est l'application donc sur smartphone, hein, que ce soit en Android ou en iPhone. C'est disponible sur les deux. Donc, qui permet en fait de retrouver les mêmes enquêtes. Donc, vous cliquez sur celle qui vous intéresse. Donc là, par exemple, on accompagne la commune du Portel dans le cadre d'un atlas de biodiversité dans les communes. On a donc un accompagnement aussi d'une association très spécifique sur la recherche d'une espèce de chauve-souris qui est le petit rhinolophe. Par exemple, l'ABC du Portel, on a plusieurs espèces, on a une douzaine d'espèces, donc aussi bien des plantes que des animaux, qui sont relativement communs, mais l'objectif, c'était justement de sensibiliser les habitants à l'existence de la classe de biodiversité dans les communes qui étaient en cours sur leur commune, et en même temps de leur donner la possibilité de contribuer en ayant affiché les espèces qui normalement sont relativement communes et que les gens sont susceptibles de voir, aussi pour pas créer de frustration, hein, il y a aussi cet élément-là. Et puis, on a d'autres enquêtes qui sont très spécifiques sur une espèce, comme le petit rhinolophe, par exemple. On a aussi des espèces pardon, des enquêtes qui vont être mixtes, entre guillemets. Par exemple, chouette monceau, où on recense à la fois les arbres taillés en tétard, donc qui sont susceptibles d'accueillir notamment la chouette chevêche, et on en profite aussi pour demander aux gens s'ils ont observé ou entendu d'autres rapaces nocturnes, comme la chouette effraie, par exemple, qui est présente généralement dans les villages, dans chaque commune. Et puis, on associe, c'est une possibilité, c'est pas une obligation, mais pour aider les personnes éventuellement quand il y a plusieurs espèces proposées dans l'enquête, des petites infos de reconnaissance, de possibilités d'observation en termes de l'habitat, du milieu, des dates d'observation et de présence potentielle, et puis une petite explication, puisque c'était la petite diapo d'intro sur sciences participatives, on est censé essayer de répondre à une question scientifique, et du coup, il y a la petite question en bas, c'est l'intérêt d'avoir cette science participative et de pourquoi on demande la recherche par les habitants, leur contribution pour essayer d'avoir plus de données. Donc là, en l'occurrence, pour le petit rhinolophe, c'est que c'est l'espèce de chauve-souris la plus rare à l'échelle anciennement du Nord-Pas-de-Calais, enfin sur les deux départements du Nord et du Pas-de-Calais. Et donc du coup, c'était une donnée assez importante pour pouvoir intéresser la structure qui suit les chauves-souris en région. Donc, dans l'idée, on a donc effectivement la possibilité donc de vous accompagner gratuitement dans la mise en œuvre de vos opérations de sciences participatives. Donc, on va dire dans l'ordre un petit peu des étapes, c'est d'abord de pouvoir échanger, de vous conseiller en fonction de votre territoire. Si vous avez sur quelles espèces on pourrait partir, euh, avoir des enquêtes en cours. Alors, donc ça, c'est vraiment la première étape. Après, je vous disais, si votre projet est déjà avancé, que vous avez déjà une idée de ce que vous voulez, c'est possible aussi. On passe un petit peu à l'étape suivante qui va être à partir de vos données, de vos informations, des espèces ou des milieux que vous avez ciblés ou de la thématique que vous avez ciblée, c'était éventuellement donc de mettre en forme donc ces petites fiches descriptives que je viens de vous présenter, sachant que c'est pas une obligation, hein, le site peut très bien fonctionner sans.
de créer ensuite et de mettre en ligne et de suivre les outils de votre ou de vos enquêtes, hein. C'est possible aussi d'en avoir plusieurs, donc sur le site internet et sur l'application. Et puis après, bah, de vous conseiller à la bonne mise en œuvre du projet, donc notamment tout ce qui va être communication, puisqu'on sait que pour une opération de sciences participatives réussie, la communication est un axe très très important, si ce n'est pas le principal, et donc de pouvoir de votre côté mettre en œuvre la communication. Donc ce qui est en bleu, on va dire, dans le texte, hein, ce qui est écrit en bleu relève d'un partenariat avec vous. Ce qui est en vert relève un petit peu de votre responsabilité, donc de nous transmettre les bonnes informations, si je reviens sur le point numéro 2. Là, sur celui-ci, la mise en œuvre de la communication, bah, on peut vous accompagner, mais si vous avez un site Internet, ça sera à vous forcément de mettre à jour votre site Internet. Si vous avez des réseaux sociaux, à vous de faire les publications sur votre site, sur les réseaux que vous avez. Si vous avez une petite lettre d'information que vous passez régulièrement aux habitants, voilà, ça sera aussi à vous à la fin, bah, de mettre, on peut vous accompagner à la rédaction de l'article, par exemple, mais ça sera à vous, au final, d'appuyer sur le bouton pour lancer la communication. Et puis sur le dernier point, donc l'extraction et la transmission des données, donc ça, c'est la partie que nous, on fait. Par contre, du coup, la transmission, c'est votre structure qui, normalement, doit transmettre les données euh, au système d'information de l'inventaire du patrimoine naturel. Éventuellement, ça c'est pareil, c'est quelque chose sur lequel on peut vous accompagner. Mais à un moment donné, effectivement, ces données, pour qu'elles puissent servir, hein, il faut les transmettre dans les bases de données au moins régionales. Et du coup, voilà, c'était un petit peu les éléments de ma présentation. Donc, n'hésitez pas, il y a un temps de questions qui est prévu après, toujours dans le chat, hein. Mélanie m'arrêtera si je dis une bêtise. Mais du coup, si vous avez besoin de compléments d'information, si vous avez déjà une idée de projet, n'hésitez pas, je suis à votre écoute. Et voici les coordonnées de ma collègue qui est en charge du projet. Vous pouvez recontacter, il n'y a pas de souci. Et j'ai également rajouté mes coordonnées en bas si jamais vous souhaitez aussi me recontacter. Voilà. Merci à toi, Céline, pour cette présentation. Donc, Je comme t'en tu prie. l'as évoqué, n'hésitez pas à nous faire part de vos questions si vous en avez par rapport au dispositif. Donc, il y en a une, Céline. Il est demandé quelle articulation avec les autres programmes de sciences participatives développés en région et au national. Alors, du coup, sur l'articulation, effectivement, on est aussi, j'aurais peut-être pu en parler, en train de réfléchir avec d'autres structures en région, principalement associatives, hein, qui ont l'habitude de développer des programmes de sciences participatives. Donc, soit développer à leur échelle, soit relayer aussi des programmes nationaux, hein. Lou, justement, a évoqué Viginature. Donc, on a effectivement, on est en train de travailler avec ces partenaires pour essayer de coordonner en fait des actions de sciences participatives de façon à ce que, en gros, on puisse bénéficier les uns des autres pour mutualiser la communication, enfin, pour essayer de faire les relais de façon à ce que la meilleure communication possible autour de ces opérations de sciences participatives. Donc, en fait, on essaye de s'articuler sur les dates de démarrage, de lancement de com de telle ou telle opération, quelle structure pourra relayer parce que l'opération se fait aussi sur son territoire ou parce que c'est dans son champ de compétences. Donc avec notamment la mise en place aussi d'animation de terrain, pas juste d'action de communication, mais d'animation de terrain. Donc ça, on se retrouve, on est quoi, mardi aujourd'hui, donc on se retrouve jeudi pour en rediscuter. Donc voilà, donc on essaye de mutualiser au mieux avec les autres actions de sciences participatives qui existent. Je sais pas si ça répond à la question d'Hélène. Merci, Céline. Oui, ça a l'air. Je laisse encore un tout petit peu si vous avez des questions, sachant que même au cours hein, des présentations, des interventions là qui vont suivre, si vous avez des questions par rapport aux précédentes présentations d'aujourd'hui, n'hésitez pas, hein, on peut répondre en allant également.
je vous propose, si c'est cela, de poursuivre. Donc, avec un troisième temps sur le dispositif territoire engagé pour la nature. Donc, c'est un dispositif national à l'initiative du ministère de la Transition écologique et de Région de France. Il est coordonné au niveau national par l'Office français de la biodiversité, mais ce dispositif a une gouvernance régionalisée avec un pilotage et un jury composé de 5 membres, qui sont également les 5 membres fondateurs de l'ARB, à savoir l'ADREAL, l'Office français de la biodiversité, la région Hauts-de-France et les 2 agences de l'eau, Artois-Picardie et Seine-Normandie. En région, ce dispositif est donc animé par l'Agence régionale de la biodiversité, via la mission portée par l'Union régionale des CPIE. Donc à l'heure actuelle, au niveau national, il y a maintenant un peu plus de 700 collectivités reconnues territoires engagés pour la nature. Ce dispositif concerne l'ensemble des collectivités infradépartementales, donc tout ce qui est EPCI, donc aussi bien les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, ainsi que les communes, les pôles d'équilibre territorial et rural et les pôles métropolitains. Il faut avoir en tête que le dispositif que je vais vous présenter, il vous concerne, donc quelle que soit la taille, comme on vient de le dire, mais aussi quel que soit votre niveau d'avancement, que vous soyez débutante, initiée, experte. On est sur le principe d'une démarche d'amélioration. Donc, on ne cherche pas l'exemplarité, mais la volonté que des collectivités peuvent avoir de se dire, je souhaite aller plus loin en matière pour préserver et agir en faveur de la biodiversité que ce que je faisais jusqu'à présent. À l'heure actuelle, au niveau régional, on est à peu près sur une trentaine de collectivités qui ont intégré ce dispositif. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, de taille variée. Pour l'instant, encore un petit peu une majorité de PCI, mais ceci s'explique que pour les premières années de mise en place du dispositif, donc le dispositif a été lancé en 2020, donc à peu près jusque 2023, la communication a principalement ciblé les communautés de communes, les comités d'agglomération. Quel intérêt pour vous, collectivités, d'aller vers ce dispositif? Eh bien, tout d'abord, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement pour formaliser un programme d'action à 3 ans, une feuille de route à 3 ans, c'est-à-dire vous appuyer dans votre réflexion pour vous identifier ce que vous avez fait jusqu'à présent et quelle pourrait être la marge, les pistes d'amélioration ou les nouvelles actions qui pourraient être intéressantes pour votre territoire et dont vous êtes en capacité de mener. Également, faciliter la mise en relation avec les différents financeurs publics et aussi la possibilité de formaliser des financements en pouvant vous apporter aussi un appui ou des conseils et en lien avec les cahiers des charges aussi des financeurs. De bénéficier d'une valorisation nationale, régionale ou locale, donc à travers les différents événements qui peuvent être organisés au niveau national par l'Office français de la biodiversité, mais également en région. Nous avons organisé les premières rencontres biodiversité en septembre de l'année dernière à l'attention justement des collectivités, où plusieurs collectivités ont été sollicitées pour témoigner lors de ces rencontres. Et on avait aussi organisé un temps fort regroupant l'ensemble des territoires engagés pour la nature, l'ensemble des structures porteuses d'atlas de la biodiversité communale et également les capitales françaises de la biodiversité. L'idée, c'est aussi de vous mettre à disposition un kit de communication pour pouvoir communiquer aussi auprès de vos habitants, de vos citoyens. Et nous avons au niveau national une plateforme dédiée au réseau. Enfin, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir rejoindre le club des engagés, donc qui regroupe l'ensemble des collectivités, territoires engagés pour la nature, porteuses d'atlas de la biodiversité communale et les capitales françaises de la biodiversité pour vous faciliter ou en tout cas vous appuyer dans la montée en compétences à travers l'organisation de webinaires thématiques ciblés, mais également des visites inspirantes. Et on va aussi lancer à partir de cette année, en tout cas expérimenter avec ce réseau des engagés, la mise en place de Biodiv Tours qui seront ensuite disponibles pour vous, les collectivités des Hauts-de-France.
Donc voilà quelques exemples de ce qui a pu être mené pour le Club des engagés. Donc les différents webinaires, comme ceux d'aujourd'hui qui sont ouverts à l'ensemble des collectivités des Hauts-de-France, mais également à ce Club des engagés. On a aussi mis en place toute une série de podcasts avec le témoignage des premiers territoires engagés pour la nature pour être aussi source d'idées pour vous, les collectivités. Donner des exemples d'actions, vous parler aussi des écueils que certains ont pu rencontrer. Ces différents podcasts. Mélanie, Oui, et Mélanie, excuse-moi, quelqu'un partage l'écran à ta place, a priori. ah, ça c'est Je sais pas dommage. si c'est non. C'est pas normal. C'est Oui, pas c'est bon, moi. c'est revenu. C'est revenu. Ça marche, merci. Et donc, ces différents podcasts sont thématiques. Ça fait partie aussi des informations que vous pourrez retrouver sur cette plateforme nationale dont on vous mettra le lien dans la présentation. Comment candidater pour ce dispositif? Eh ben, sous la forme d'un dossier. Ce dossier se compose de deux parties. Une partie questionnaire qui peut sembler peut-être conséquente, puisqu'elle représente plusieurs pages, mais l'idée de ce questionnaire, c'est aussi de vous aider à faire un état des lieux de vos pratiques, de là où vous en êtes, de ce que vous avez pu ou pas déjà fait, de ce qui peut, d'après vous aussi, même si ça a été fait, mais il y a une marge d'amélioration. Tout ça dans le but de pouvoir vous permettre d'identifier des actions, des projets à mener dans les 3 ans et donc de compléter des fiches actions que vous allez nous présenter ces projets. Le dossier, il est organisé selon 4 grands champs d'intervention. Donc un tout premier en lien avec l'amélioration des connaissances, qui fait complètement écho à la thématique du jour et aux différentes interventions, que ce soit de Lou et Céline, en termes d'illustration du champ des possibles. Un second axe sur la protection et la restauration de la biodiversité. Un troisième sur l'aménagement et la gestion durable du territoire et un dernier sur l'éducation citoyenne à la nature. Je reviendrai après avec les diapos suivantes pour vous donner quelques exemples d'actions issues du retour des premiers territoires engagés pour la nature. Pour valider votre dossier et vous attribuer cette reconnaissance, le jury régional va regarder 5 critères. Le tout premier concerne le critère impliquant et transversal. Est-ce que votre projet implique des acteurs, au-delà des acteurs biodiversité, ou on va dire au-delà des convaincus? Ça peut être des actions en lien avec, si vous êtes par exemple concerné par un enjeu touristique, donc avec des touristes, ça peut être en lien avec les agriculteurs, avec des entreprises, avec certains acteurs de votre territoire. On a quelques collectivités par exemple qui mènent des actions avec les bailleurs sociaux. Donc voilà, c'est comment en effet vous essayez de toucher un maximum de cibles présentes sur votre territoire. Pour le côté transversal, c'est la notion de se dire que la biodiversité est un sujet à part entière qui nous concerne tous, et donc tous les services et toutes les compétences que peuvent porter une collectivité. Donc, pour les plus grosses, c'est principalement à travers des travails ou des actions qui soient portées ou menées de manière mutualisée entre différents services. À l'échelle de plus petites communes, c'est surtout qu'elles puissent toucher différentes thématiques et qu'il puisse y avoir aussi ce côté transversal dans la manière de la mener et de mettre en œuvre cette action. Que l'action soit proportionnée et atteignable par rapport à vos moyens. Comme on le disait, l'idée n'est pas d'être dans l'exemplarité, mais d'être bien en effet en accord avec vos enjeux, vos compétences et vos moyens en termes de définition de vos actions et des projets que vous souhaiteriez mener dans les 3 ans. Le critère d'additionnalité, c'est-à-dire que les actions ne pourront être recevables que si c'est des actions qui vont au-delà de vos obligations réglementaires. À titre d'exemple, la loi Labbé, qui est maintenant en application depuis quelques années, aujourd'hui, si vous nous déposez une fiche action comme quoi vous allez mettre en place la loi Labbé, celle-ci ne sera pas recevable puisque maintenant vous avez l'obligation de faire. De même pour tout ce qui peut être mesure compensatoire, s'il y a une mesure compensatoire qui vous concerne sur votre territoire et dont vous avez en effet la maîtrise d'ouvrage, celle-ci ne peut faire l'objet d'une fiche action. Par contre, au-delà de vos obligations en matière de mesure compensatoire, si le site qui a fait l'objet d'une mesure compensatoire, vous souhaitez aller au-delà et poursuivre des actions
après vos obligations réglementaires, et ben ça peut tout à fait faire l'objet d'une fiche action. Enfin, tout ce qui est le critère mesurable et révisable, c'est le fait de pouvoir indiquer des indicateurs de suivi ou une méthode de suivi et d'évaluation de votre action, la mise en place d'un comité de pilotage, la rédaction en effet et l'identification d'indicateurs. Et enfin, même si cela peut paraître évident, le fait que l'action soit impactante directement ou indirectement pour la biodiversité et de manière bien sûr positive. Et donc, vous pouvez, tout au long, en effet, de votre démarche de réflexion et de candidature, pouvoir bénéficier de conseils en me sollicitant pour avoir des temps d'échange. Si vous avez des questions sur comment compléter ce formulaire ou par rapport au projet que vous souhaiteriez présenter. Quelques exemples pour vous donner des idées d'actions qui ont pu être portées et mises en œuvre par les premiers territoires engagés pour la nature, puisque on est sur l'idée aussi de cycle et de démarche d'amélioration. Donc on a maintenant, on est sur la deuxième vague des premières collectivités qui arrivent au bout de leurs 3 ans et qui ont donc candidaté, renouvelé leurs engagements. Et donc là, c'est des actions issues de leur première période de 3 ans. Donc la commune d'Étapes-sur-Mer et donc qui a mis en place et qui s'était engagée à mettre en place un atlas de la biodiversité communale. L'agglomération de Maubeuge-Val de Sambre qui s'était engagée à élaborer une trame noire. Également, donc on l'a cité, hein, en lien avec la thématique du jour, la commune de Le Portal qui a souhaité aussi, dans sa démarche et dans la mise en place de sciences participatives, impliquer ses agents communaux, en particulier par rapport à des protocoles d'inventaire sur les amphibiens. Cette même commune avait aussi, elle, fait le choix de cibler une catégorie, enfin un groupe d'espèces en particulier que sont les insectes pollinisateurs. Donc ils ont mis en place tout un protocole d'inventaire pour améliorer leurs connaissances sur ce groupe-là, pour faire aussi du lien avec la gestion de leurs espaces verts et comment ils pourraient aménager et améliorer leurs espaces en faveur des insectes pollinisateurs. On a aussi Douaisis Agglo qui a mené une cartographie afin d'identifier l'ensemble des réservoirs de biodiversité de son territoire pour venir alimenter son schéma de trame verte et bleue, mais aussi à terme pouvoir aussi nourrir la réflexion sur la mise à jour de ces documents d'urbanisme. Là, on parlait peut-être d'inventaire à l'échelle globale du périmètre de votre collectivité, mais ça peut être aussi à l'échelle d'un site en particulier. Donc la mise en place aussi de diagnostics écologiques à l'échelle d'un espace que vous aurez identifié comme enjeu ou qui a une position clé peut-être au travers d'un schéma trame vert et bleu existant, ou tout simplement parce que vous en avez la maîtrise foncière, que c'est un espace naturel, semi-naturel, et que vous voudriez aller plus loin sur sa connaissance pour pouvoir identifier quelles sont les meilleures actions à mettre en place sur celui-ci. Le second axe, sur la protection et la restauration de la biodiversité locale, donc là on est plutôt sur des actions de restauration, gestion de milieux, d'écosystèmes, ou en lien avec certaines espèces. Donc peuvent rentrer dans ce champ d'intervention les actions en lien par exemple avec le verdissement et la végétalisation des cimetières. Le déploiement par exemple d'actions d'éco-pâturage qui peuvent aussi être liées à des actions de gestion des espèces exotiques envahissantes. Également tout ce qui peut être restauration de milieux, de micro-milieux comme des mares. On a des actions aussi d'un peu plus d'envergure, comme portées par la communauté urbaine de Dunkerque sur la réouverture d'un canot et la remise donc à ciel ouvert du fil d'eau. Également, la réhabilitation, par exemple, d'un blocos sur la ville d'Étaples, de manière participative avec un groupe de jeunes du territoire pour favoriser l'accueil des chauves-souris. Il y avait déjà eu, grâce à l'ABC, l'identification autour de ce périmètre de la présence de chauves-souris et donc a été fait le choix par la commune de pouvoir réhabiliter ce blocos pour pouvoir les accueillir de nouveau. Concernant l'aménagement et gestion du territoire, par exemple aussi la ville d'Étaples, en lien avec son patrimoine arboré, a souhaité mettre en place une charte de l'arbre et également procéder à un inventaire fin et très précis des différents éléments arborés de son périmètre pour en avoir une meilleure surveillance et gestion.
On a aussi sur cette même commune l'exemple d'action en lien avec l'enjeu littoral. Ils ont mis en place différentes sous-actions contribuant à la préservation du littoral avec la mise en place de différents bacs à marée, mais tout aussi une communication liée à leur bonne utilisation. Ils ont aussi lancé une opération en distribuant des cendriers de plage, mais en ayant aussi à côté un outil, un petit document pour communiquer sur la biodiversité, les enjeux qui concernaient en effet peut-être ces tourismes qui fréquentent le bord de plage sur la commune d'Étaples. Sur ce côté aussi transversalité et action vers d'autres acteurs du territoire, l'exemple de Douaisis Agglo à travers la mise en place de livrets d'accueil pour les entreprises. D'un côté, un livret plutôt pour le côté comment aménager sa parcelle au moment où l'entreprise s'implante, mais aussi à terme comment entretenir et gérer sa parcelle. Tout ça en faveur de la biodiversité. Et enfin, concernant le dernier axe sur éducation citoyenne à la nature, ça peut les exemples qui peuvent rentrer aussi dans cet axe-là, ça peut être la mise en place d'un club nature ou le déploiement d'un programme pédagogique auprès d'une cible de votre territoire. Également, l'établissement de partenariats avec des acteurs ou même en régie en interne, si vous avez les compétences, sur la mise en place de sorties, de balades nature, d'animation. La création d'outils pédagogiques et de leur mise à disposition, par exemple, auprès de scolaires, c'est le choix qu'a fait Loisirs Aglo avec la création d'une malle pédagogique sur les zones humides. Et également, tout ce qui peut être action, d'ateliers participatifs, chantiers aussi participatifs qui peuvent être organisés à travers différents événements comme la fête de la nature. Mais là, on a aussi le festival Nature en Hauts-de-France. Donc, c'est aussi comment vous pouvez vous inscrire et approprier ces événements régionaux, nationaux pour proposer des actions à l'échelle de vos territoires. Enfin, quel est un peu le calendrier de candidature pour ce dispositif? Eh ben, il y a 2 sessions par an. Une session où vous pouvez déposer vos dossiers pour le 15 juillet et une seconde session pour, en gros, le 15 janvier. Sachant qu'à chaque fois, il faut quand même un pas de temps pour l'instruction du dossier et sa validation par le jury technique et par le comité de pilotage de l'Agence régionale de la biodiversité. Donc en général, pour la session de juillet, vous avez les réponses à peu près sur la période de novembre. Et pour la session de janvier, l'idée, c'est de pouvoir vous communiquer les résultats avant cette fameuse période de mai et avant la période de la fête de la nature qui se déroule fin mai. Pour le téléchargement du dossier, vous avez le lien ici et de toute façon, l'idée c'est de vous transmettre la présentation à l'issue du webinaire et je vous remettrai le lien dans le chat également si vous le souhaitez. Donc voilà pour cette présentation sur le dispositif Territoire engagé pour la nature. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Je vais donc réafficher le chat. Il y a l'air de se passer quelques événements dans le chat. Je vois qu'il y a des choses. Alors, j'agrandis un petit peu la fenêtre. Hop. Il y a juste une question qui te concerne, Mélanie, c'est quid du kit de communication disponible pour les TEN? Alors, donc Samuel, c'est un kit qui vous a été transmis au tout démarrage. S'il y a besoin, je peux vous le retransmettre. Ce kit comprend la mise à disposition du tampon avec votre période de reconnaissance pour pouvoir communiquer via vos différents outils que vous souhaiteriez développer. Il y a un modèle, par exemple, de communiqué de presse mis à disposition. Vous y retrouvez aussi le diplôme qui vous a été remis lors des cérémonies de remise des reconnaissances, quand vous avez pu en bénéficier en termes de calendrier, et aussi la petite plaque de reconnaissance. Donc, on a fait le choix, nous, en région de France, d'être sur un format de plaque un petit peu comme les plaques du guide du retard, qui rappellent cette période pour laquelle vous êtes reconnu. Donc, on vous en remet un exemplaire lors de la cérémonie de remise de reconnaissance qui, normalement, s'organise annuellement. Sauf pour cette année, puisque à la fin d'année, nous serons en période de réserve électorale en lien avec les municipales. Donc, exceptionnellement, cette année, la cérémonie sera décalée. Donc, je pense qu'on vous remettra le kit dans tous les cas, même si vous n'avez pas eu on va dire, la remise physique de ces éléments, mais pour que vous puissiez les avoir à disposition. Et donc, Samuel, je renverrai le kit, il n'y a pas de souci. Alors,
La temporalité des projets, ça peut être variable selon le projet que vous souhaitez mener. Si c'est un projet qui nécessite une mise en œuvre qui va au-delà des 3 ans, ce qu'on vous demande, c'est de présenter dans la fiche action son séquençage de manière à se rendre compte de ce qui pourra être fait ou pas sur les 3 ans de l'engagement. Si ce sont des projets qui nécessitent une période de mise en œuvre plus courte, et ben dans la fiche action, il y est demandé que vous renseigniez la date de démarrage et la date de fin. Donc il suffira juste d'indiquer la période de début, la période de fin envisagée du projet. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Ce que je vous propose pour laisser le temps aussi aux personnes de poser les questions, on y répondra si de nouvelles apparaissent dans le chat, c'est de vous faire aussi un petit point d'actualité au niveau de l'agenda, on va dire biodiversité. Donc tout d'abord, au niveau régional, sachant que pour chacun des événements que l'on va vous citer, Hélène va vous, Céline va vous faire un partage des liens correspondants pour chacun des événements dans le chat, de manière à ce que vous puissiez les récupérer. Et on les ajoutera aussi dans la présentation, euh, ou en tout cas peut-être dans le mail d'envoi de la présentation pour que vous puissiez avoir ces liens. Donc tout d'abord, pour rappel ou information, du 9 mai au 15 juin se déroule le festival Hauts-de-France Nature. Donc vous avez toujours encore la possibilité d'inscrire votre action sur ce dispositif, mais vous pouvez aussi consulter les différentes actions qui peuvent être menées en région à travers le site dédié. Du 7 au 15 juin, la fête démarre. Le 11 juin est organisé par l'Office français de la biodiversité les rencontres Nature et Climat à Amiens. Le programme vient tout juste d'être lancé, donc on vous invite à le consulter, à vous y inscrire. C'est vraiment un programme qui est riche d'interventions et qui est vraiment très diversifié en termes d'intervention, donc allez-y, on recommande. Le 19 juin, un webinaire sur les diagnostics territorialisés dans l'objectif, donc on est dans la démarche de la séquence éviter, réduire, compenser pour aider à l'identification des enjeux espèces en fonction des projets. Le 15 juillet, donc comme je vous l'évoquais, la clôture des candidatures pour la session en cours sur territoire engagé pour la nature. Et sur juin et juillet, le Forum des marins atlantiques avec le Conservatoire botanique national de Bailleul organise des ateliers d'initiation à la flore des zones humides. Donc, plusieurs dates, certaines sont déjà complètes. Pour certaines, il reste quelques places. Donc, vous avez aussi à avoir l'information dans le chat. Donc, pas hésiter à vous inscrire. Voilà, comme vous allez pouvoir le voir, voilà, il y a quand même déjà eu pas mal d'inscriptions, donc il ne reste que quelques places. Enfin aussi, vous partagez des actualités au niveau national. Donc la fête de la nature, hein, qui a lieu tous les ans du 21 au 25 mai. Vous allez, grâce au lien partagé, pouvoir consulter le programme, mais cette action elle est aussi intéressante pour vous, les collectivités, quand vous souhaitez vous lancer, puisque il y a différents outils qui vous sont mis à disposition par la plateforme pour vous aider à concevoir une animation, à organiser un événement. Donc, au-delà d'être sur la démarche de site qui va répertorier vos actions, vous pouvez aussi, c'est un côté aussi ressources, et vous pouvez disposer de différents outils euh, qui sont très bien conçus et qui peuvent concerner toute collectivité, quelle que soit sa taille. Le 26 mai, donc là on est sur deux informations importantes à vous partager sur ce volet connaissances. Un webinaire pour vous aider dans le montage de vos projets d'atlas de la biodiversité communale organisé par l'Office français de la biodiversité. Et la prochaine date de relève des candidatures pour le Fonds vert Atlas de la biodiversité communale, donc pour bénéficier d'un financement. La dernière date de relève pour 2025, c'est le 15 juin. Donc on vous invite à en prendre connaissance. Si vous êtes intéressé par, et si vous souhaitez candidater à un Atlas de la biodiversité communale, prendre aussi contact donc, avec Hélène Brault. Je remettrai le lien
à l'issue de la présentation pour pouvoir aussi être bien identifié et pouvoir enfin, vous informer des éléments indispensables à faire figurer dans votre dossier pour en effet mettre enfin, mettre un maximum de chances de votre côté. Aujourd'hui, on est quand même sur un dispositif où il y a quand même plus de candidats que de lauréats. Donc voilà, un enjeu à bien prendre connaissance des outils, du guide aussi qui est mis à disposition pour vous aider à candidater. Et enfin, les rencontres biodiversité et territoire qui seront organisées cette année à Bordeaux. Donc c'est à l'initiative de l'Office français de la biodiversité. Elles ont lieu tous les 2 ans. Et donc elles se dérouleront du 9 au 11 juillet. Voici pour les actualités. Hélène, en effet, a mis un petit message à votre attention concernant le dépôt des dossiers pour les atlas de la biodiversité communale et elle a également mis son contact dans le chat et son adresse mail. Voilà, je laisse encore quelques instants, mais s'il n'y a pas d'autres questions, nous, de notre côté, on vous a partagé l'ensemble des éléments qu'on souhaitait vous transmettre. On a juste une dernière petite question à vous proposer. Afin de construire, en effet, ces webinaires comme celui du jour, on souhaiterait vous interroger sur les thématiques qui pourraient vous intéresser d'être proposées lors de prochains webinaires. Et donc, pour ce faire, on vous invite à aller sur un outil de sondage sous forme de nuage de mots. Donc, vous avez, soit vous pouvez y aller en cliquant sur le QR code, soit via le petit lien. Donc, on va remettre le lien. Hop, je vous le remets dans le chat tout de suite. Hop. Donc, l'idée, en effet, c'est que vous ne partagiez une ou deux thématiques. Normalement, je crois que vous pouvez quand même voter plusieurs fois. Hop, hop, et vous avez le lien dans le chat. Lou, Céline, pouvez-vous peut-être me confirmer si vous avez fait le test, si ça fonctionne de votre côté? J'ai pas fait le test, je le fais tout de suite. Je te remercie. Moi, j'ai testé, ça fonctionne. Par contre, on a une personne qui a envoyé le code au lieu de Oui. cette thématique. Je ne sais pas si la personne qui a envoyé ça, si elle veut envoyer une autre thématique. Normalement, elle doit avoir sous son écran quelque chose qui s'appelle Add Response, si c'est en anglais, ou ajouter une réponse. Il suffit de recliquer dessus et de pouvoir avoir la main pour réenvoyer une autre réponse. Oui, on commence à avoir Ouais, des réponses. tout à fait. Bon, je vous fais un partage un petit peu en direct de ce qui ressort. Alors, ouais, Donc, ne pas tenir compte du chiffre. voilà. Donc, pendant que vous complétez et que vous nous transmettez vos thématiques, hein, si certains avaient encore des questions, ne pas hésiter, hein, vous pouvez toujours nous les partager dans le chat. Moi, j'ai juste un souci, j'ai perdu le chat. Si, c'est bon. Bien, je pense que nous allons avoir beaucoup de webinaires à venir. Les propositions sont, enfin voilà, elles sont nombreuses, mais je pense qu'il y a des regroupements qui sont tout à fait possibles. Oui, oui, tout à fait. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent être intéressantes aussi par rapport à toi, Lou, sur certains sujets, peut-être un petit peu plus connaissance par rapport à certains groupes d'espèces. Par rapport, nous, à certains milieux, donc en effet, je pense que la thématique zone humide, milieu aquatique, c'est quelque chose qu'il faut qu'on ait dans le viseur. Espèces exotiques envahissantes, on a justement organisé un webinaire sur cette thématique l'année dernière, donc on vous remettra le lien pour le replay.
Euh, Des choses autour des trames, oui, trame noire, blanches et brunes, ouais. blanche et brune. Vertes, je suppose. Tu as verte qui, je pense que Oui, ça va avec. oui, tout à fait. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a plusieurs collectivités justement qui font partie du réseau des engagés, qui mènent des actions sur ce sujet. Donc ça pourrait être l'occasion de se citer pour témoigner et partager justement des retours d'expérience. Sur les obligations en matière réglementaire, en effet, pour les collectivités. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a pour l'instant peut-être dans le viseur pour aussi un peu tester le format, justement, pour le club des engagés. Donc ça peut être aussi dans l'intérêt de vous motiver à aller vers ce dispositif. Ça fait partie d'une des thématiques qu'on souhaiterait proposer au club des engagés, mais qui pourra de ce fait aussi peut-être être source d'inspiration pour un format webinaire élargi comme aujourd'hui euh, à différentes collectivités. Alors, l'accompagnement des entreprises, on en prend note. Il y a des choses qui peuvent être un petit peu en évolution au niveau national par rapport au dispositif entreprise engagée pour la nature, ce que je voulais pas évoquer, mais en fin de compte, il y a le pendant de territoire engagé pour la nature pour les entreprises. Et donc, en fonction, on pourra aussi peut-être vous transmettre des informations sur la mise à jour de ce dispositif. Et oui, oui, concernant en effet le récapitulatif pour les liens et sites cités, on les mettra dans le corps de texte du mail hein, où on vous mettra en pièce jointe la présentation du jour. Le nuage de mots ne semble plus trop bouger, ou en tout cas, on commence aussi à se rapprocher en termes de réponse du nombre de participants que vous étiez aujourd'hui. Donc, si vous souhaitez continuer de partager, le nuage de mots reste actif, donc pas hésiter. Mais par contre, je vous propose aussi de peut-être clore ce webinaire. Je vous remercie de votre participation. Je remercie les intervenants aussi, la qualité de leurs propos et les éléments apportés. Et comme demandé dans le chat, on vous transmet les différents éléments par mail. Je pense d'ici fin de semaine, de manière à ce qu'on procède à quelques petites modifications sur les diapositives suite à nos échanges. Merci à tous. Merci pour l'accueil, Mélanie. De À rien. bientôt. Merci. Bonne fin de journée à tout le monde.